Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais tenir les temps, hein. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Même si je suis dernière, je vais complètement tenir les temps. Et effectivement, on va discuter du traitement de l'acide réfractaire et notamment de deux choses que vous devez avoir dans votre arsenal thérapeutique ou au moins y penser, qui sont le TIPS et puis maintenant l'alpha-pompe. Donc voilà les objectifs pédagogiques. Et on va commencer par savoir définir une acide réfractaire. Donc, qu'est-ce que l'acide? Moi, je dis toujours aux externes, voilà, l'acide, c'est un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale. L'acide n'est jamais physiologique. Jamais, jamais, jamais. Donc, je dis toujours aux externes, quand vous avez un malade qui a de l'acide, c'est qu'il y a un problème et il faut chercher lequel. Alors, c'est la complication la plus fréquente de la cirrhose et le mode de révélation maintenant le plus fréquent aussi. Maintenant, c'est l'acide, c'est plus l'hémorragie. Et l'acide marque un tournant évolutif de la maladie. Alors, on va commencer par une vignette clinique sur un malade, un de mes patients, de 62 ans, qui a une cirrhose liée à une consommation excessive d'alcool qui est non sevrée. 4 mois avant la consultation du jour, apparaissait une acide. Il n'avait pas de carcinome hépatocellulaire à l'échographie, des varices de grade 2 sous propranolol, et donc j'avais instauré un régime sans sel, non strict, plus un traitement par spironolactone 150 mg par jour, et j'ai ajouté du furosémide jusqu'à 80 mg par jour. 2 mois après, il revient en consultation, il a toujours une acide tendue, et puis il ne tolère pas bien ces doses de diurétiques qui sont quand même relativement importantes, avec une natrémie à 128, une créatininémie à 116 versus 76, et donc j'ai arrêté les diurétiques et l'ai mis en hôpital de jour pour des ponctions évacuatrices. Et puis il revient en consultation, et il a eu 4 ponctions d'acide en 2 mois, de 6 litres par ponction d'acide. Donc c'est quand même beaucoup, compensé à l'albumine 20% bien sûr. À l'examen clinique, il n'a pas d'encéphalopathie hépatique, et il a un bilan hépatique que je vous montre là, avec des plaquettes à 123 000, une bilirubine totale à 16, un TP à 73%, une créatininémie qui est redescendue à 78, une natrémie qui est remontée à 134, une albuminémie à 33, et donc finalement, il est child B8 avec un MEL qui est très bas, qui est un MEL d'A6. Donc, quelles affirmations sont exactes? Est-ce que ce patient présente une acide réfractaire, récidivante, de grade 2, une acide avec résistance aux diurétiques ou une acide avec intolérance aux diurétiques? Alors, hop, j'arrive, voilà, vous pouvez voter. Alors, les réponses. Ce patient présente une acide réfractaire, effectivement, et une acide avec intolérance aux diurétiques. Bon, bah, c'était pas mal. On va revoir tout ça. Physiopathologie de l'acide. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, parce que ce n'est pas toujours simple, je trouve, la physiopathie de l'acide, c'est qu'il faut qu'il y ait une augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires sinusoïdes pour qu'il y ait une acide. Donc, quand on n'a pas d'hypertension portale significative et qu'on a une cirrhose, on n'a pas d'acide. On a un gradient qui est donc toujours supérieur à 10 mm de mercure en cas de cirrhose. Donc vous avez une augmentation de la pression dans les capillaires sinusoïdes. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une fuite péritonéale. Une fuite péritonéale classique, c'est 0,5 litres par 24 heures qui sont réabsorbés. Donc là, on a plus que 0,5 litres par 24 heures, une fuite péritonéale. Et à ce moment-là, on a des désordres hémodynamiques, mais donc secondairement, qui s'instaurent, qui sont liés à une hypovolémie efficace, liée à la fuite péritonéale. Du coup, vous le savez, on a une augmentation du système rénine-angiotensine, une rétention hydrosodée, qui va pérenniser le phénomène, puisqu'à nouveau, il va y avoir de l'acide. Et finalement, la progression des désordres hémodynamiques que vous voyez là va avoir pour seul objectif de maintenir une pression artérielle sanguine suffisante. C'est ça le seul objectif. Et du coup, plus il va y avoir d'acide, plus vous comprenez qu'il va y avoir d'hypovolémie, et plus il va y avoir de rétention hydrosodée. Et puis c'est le cercle vicieux qui va faire qu'on va passer d'un stade où on a très peu d'acide à une acide de grade 2, modérée, de grade 3, tendue, puis une acide qui pourra être réfractaire, on va revoir ce que c'est,
avec les complications qui s'en suivent, qui sont l'hyponatrémie et le syndrome hépatorénal, et avec un pronostic qui est mauvais, puisque quand on a une acide réfractaire, vous savez que la survie à 5 ans sans transplantation est inférieure à 30% et que la médiane de survie est de 6 à 12 mois. Alors, il y a aussi une petite entité qui est l'acide récidivante, qui n'est pas une nouvelle entité du tout, puisqu'elle date de 1996, mais qu'on a redécouverte récemment, et je vais vous en parler. L'acide réfractaire, la définition, c'est une acide impossible à mobiliser, ou dont la récidive rapide ne peut être prévenue par les diurétiques. Et après, vous savez qu'il y a deux catégories, l'acide résistante aux diurétiques, et puis l'acide intraitable, puisqu'il y a des complications qui empêchent l'utilisation des doses efficaces de diurétiques, et c'est la grande majorité, finalement, des acides réfractaires. Alors, qu'est-ce que l'acide récidivante? Donc, l'acide récidivante, on l'a redécouverte il y a peu de temps, mais finalement, c'est un concept que vous connaissez très bien, qui avait été mis en place par Arroyo et ses collègues en 1996. Donc, l'acide récidivante, c'est une acide à un stade un tout petit peu plus précoce que l'acide réfractaire, dont nous avons vu la définition, et dont il faut dire que la récidive est précoce dans les 4 semaines après la première parasynthèse. L'acide récidivante, la définition officielle, c'est plus de 3 épisodes d'acide en 12 mois, mais moins qu'un toutes les 4 semaines. Et donc finalement, c'est un stade un petit peu intermédiaire, où on est probablement plus précocement dans la maladie. Et vous voyez sur cette diapositive, et c'est un papier qui vient d'être publié, que les patients avec acide récidivante avaient un pronostic qui était meilleur que les patients avec acide réfractaire, qui sont en dessous. Notre patient là avait une acide réfractaire. Et donc finalement, la question suivante, c'est quelles affirmations sont exactes pour ce patient? Est-ce que les ponctions de large volume avec compensation par albumine représentent la meilleure option? Est-ce qu'il faut le compenser par macromolécules? Est-ce que l'arrêt de l'alcool est indispensable? Est-ce que le TIPS représente la meilleure option thérapeutique? Et enfin, est-ce que la transplantation hépatique représente la meilleure option thérapeutique? Alors, on va voir ce que ça donne. Ben, c'est très bien. J'apprends rien à personne, en fait. L'arrêt de l'alcool est effectivement indispensable et le TIPS est la meilleure option thérapeutique. Alors, quand on dit ça, effectivement, il y a des mesures générales à suivre pour les patients qui ont une acide réfractaire et le traitement de la maladie de fond est capital. Le sevrage en alcool, bien sûr, mais également le traitement antiviral. Et on a eu des très jolies histoires il y a 3-4 ans au moment des DA, de patients qui avaient de l'acide et qui n'avaient plus d'acide une fois qu'on avait guéri leur hépatite C. La recherche d'un facteur déclenchant, ça vous le savez. Éviter la détérioration, c'est important, et notamment contre-indiquer les médicaments qui ont un effet néphrotoxique comme les AINS, les IEC, les ARA2. Ça, c'est quelque chose qui est important et on a souvent des patients maintenant qui ont des NASH et qui ont ces médicaments-là. Et puis, prévenir l'infection du liquide d'acide, on en a parlé pendant ce congrès. Quand on a une acide qui n'a jamais été infectée auparavant, on peut discuter d'une antibiothérapie préventive si le taux de protéines est inférieur à 15 grammes par litre. Alors, quelles sont les options thérapeutiques? Je les ai mises le passé et le présent. On va parler que du présent. Le passé, c'est en gris, c'est ce qu'on faisait avant. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a une acide réfractaire? Alors finalement, la meilleure option thérapeutique, sauf qu'elle n'est pas, effectivement, celle qui va régler tous les problèmes, c'est la transplantation hépatique, puisque le pronostic est extrêmement mauvais, vous l'avez vu, sans transplantation, mais on a beaucoup d'autres options maintenant. Les ponctions évacuatrices avec l'albumine, le TIPS, et puis l'alpha-pompe, qui est finalement une nouvelle version du shunt péritonéo-jugulaire, qui est un shunt péritonéo-vésical. On va revoir tout ça ensemble. Donc voilà le pronostic de l'acide réfractaire et donc les recommandations de l'EASL qui ont été publiées il y a 1 an sur la cirrhose compliquée, c'est qu'à partir du moment où on a une acide et même pas réfractaire mais de grade 2 ou 3, il faut avoir en tête la transplantation, même si on sait nous très bien que la plupart des malades auront un MEL de bas et ne seront pas éligibles tout de suite à la transplantation hépatique, c'est le cas de notre patient par exemple. Alors le grand débat, mais le grand débat qui a 20 ans finalement, c'est acide réfractaire, est-ce qu'on fait des ponctions de large volume ou est-ce qu'on met un TIPS? Donc je ne vais pas faire trop l'historique, mais il y avait 6 essais randomisés qui ont donné lieu à 7 méta-analyses. Donc alors là, voilà de la littérature qui a été relativement profuse. Avec tous ces essais-là, il faut retenir une chose, c'est que c'était des TIPS non couverts. Certains essais montraient des patients avec acide récidivante déjà, même s'ils avaient été classés acide réfractaire. Et c'est des patients qui avaient une maladie relativement sévère. Je vous dis ça par rapport aux nouveaux essais.
Et donc finalement, il y a eu une méta-analyse à données individuelles qui est celle qui est la meilleure à mon sens, qui est la méta-analyse qui a maintenant 13 ans, et qui montrait que probablement que les patients qui avaient eu un TIPS, donc non couvert pour acide réfractaire, avaient une meilleure survie. Mais les essais étaient hétérogènes quant à la survie, et c'est en compilant les données qu'on avait eu ça. Cependant, il y avait beaucoup plus d'encéphalopathie dans le groupe TIPS, et vous savez bien que c'est ça qui va nous limiter, parce qu'on joue sur la qualité de vie des patients, donc soit ils viennent une fois par semaine se faire ponctionner, soit ils ont une encéphalopathie chronique, et puis eh bien, finalement, souvent, on en était restreint à choisir ça. Quand on regardait un petit peu, on voyait aussi qu'on pouvait identifier dans cette étude des groupes de patients pour lesquels ça se passait plutôt bien, qui étaient les patients avec un MEL de bas, inférieur à 10, et puis les patients avec un MEL d'à 19, ça se passait moins bien. Et globalement, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que le TIPS est toujours meilleur que les parasynthèses pour la survie, mais cependant, que plus le MELD est élevé, moins c'est bon quand même, on s'en doutait. Alors, on va parler de la dernière étude, qui est l'étude française de Christophe Bureau, qui est une étude extrêmement importante parce qu'elle a fait changer les recommandations, qui est cette étude qui a été publiée il y a 3 ans dans Gastro, sur le TIPS couvert, c'est la première étude, chez les patients qui ont une acide récidivante / réfractaire. Et ça, c'est la petite subtilité, et pourquoi je dis ça, c'est que finalement, Christophe, il a pris les malades un petit peu plus tôt qu'au stade d'acide réfractaire, et c'est peut-être pour ça, en plus du fait que ce soit des TIPS couverts, mais je ne sais pas, mais peut-être pour ça que ça a mieux marché aussi, puisque finalement, il avait mis une définition de l'acide qui était 2 parasynthèses dans les 3 dernières semaines et moins de 6 dans les 3 mois. Donc quand vous pensez à votre cohorte de patients qui viennent toutes les semaines en hôpital de jour, ça veut dire qu'il faut quand même aller assez tôt voir. Nous, c'est ce qu'on fait. On va en hôpital de jour et on dit, ben voilà, ça fait combien de temps, est-ce qu'il est éligible à un TIPS ou pas? Et il faut y aller assez tôt. Alors, vous êtes sur une définition de l'acide récidivante qui est beaucoup moins stringente que la définition d'Arroyo, où c'était 3 ponctions sur 1 an, mais on est plus tôt que sur l'acide réfractaire. Et puis le TIPS était un TIPS de 10 mm, qui était un TIPS couvert. Vous connaissez les résultats de cette étude, qui sont très probants sur la survie sans transplantation à 1 an, des patients qui étaient meilleurs chez les patients qui avaient eu un TIPS couvert, avec une diminution de toutes les complications, mais autant d'encéphalopathie et pas plus dans le groupe TIPS. TIPS a donc indépendamment associé à la survie sans transplantation. Cette étude-là, elle a fait changer les pratiques, ce qui veut dire que maintenant, quand vous avez des patients en hôpital de jour qui sont TIPSés régulièrement, il faut qui sont ponctionnés régulièrement, il faut toujours vous poser la question du TIPS. Alors, comment on va choisir finalement si on met un TIPS ou pas quand on passe comme ça et qu'on voit ces séries de patients? Eh bien, quelles affirmations sont exactes? La sélection des patients avant TIPS permet de diminuer les complications après TIPS. Les plaquettes sont un bon indicateur pour sélectionner les patients. Les bêta-bloquants doivent être arrêtés car il y a une acide réfractaire. Le carvedilol doit être évité quand il y a une acide réfractaire. Et il faut mettre un TIPS de diamètre de 8 mm pour diminuer l'encéphalopathie post-TIPS. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'avais voté? J'avais starté, non? Hop. Bon. Ah ben on me remet... Ah ben, alors maintenant, j'avance et ça recule. Bon. Ben, c'est pas grave, on va reculer. Voilà, et puis ça va avancer. Donc, voilà les bonnes réponses. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais la sélection des patients avant TIPS permet effectivement de diminuer les complications après TIPS, et la sélection, elle est extrêmement simple. Donc, on va tous le faire en hôpital de jour, c'est très simple. Parce que les plaquettes, en effet, les plaquettes et la bilirubine sont un très bon indicateur pour sélectionner les patients en cas d'acide réfractaire. Les bêta-bloquants doivent-ils être arrêtés quand il y a une acide réfractaire? La réponse est non. Ça a fait couler beaucoup d'encre depuis 10 ans. La réponse est non, sauf pour les patients qui sont très end stage et qui ont eu des infections du liquide d'acide ou un syndrome hépatorénal. Par contre, le carvedilol, qui est un bêta-bloquant qui diminue plus la pression porte, doit être évité chez les patients qui ont une acide réfractaire. Et puis, on va voir qu'il faut mettre un TIPS de diamètre un petit peu plus faible de 8 mm. Donc ça, c'est l'étude de Christophe Bureau encore, qui avait pris des patients, une centaine de patients qui devaient avoir un TIPS pour acide réfractaire et qui avait regardé les caractéristiques pré-TIPS. Et ça, c'est ça qui est important, finalement, parce que quand on essaye de prédire, eh bien, il faut regarder avant comment est le malade et savoir si on le TIPS ou pas. Et il y a un index extrêmement simple. Quand les patients ont des plaquettes supérieures à 75 000 et une bilirubine inférieure à 50, eh bien vous voyez qu'ils ont une survie 12 mois après TIPS qui est bien supérieure aux patients qui ont des plaquettes inférieures à 75 000 ou
une bilirubine supérieure à 50. Et donc ça, c'est des données que vous avez sur la biologie du malade et qui doivent nous servir. J'attire votre attention sur le fait que là, on parle d'acide réfractaire. Évidemment, cet index n'est pas un index qu'on va retenir pour le TIPS préemptif et l'hémorragie, qui est un contexte complètement différent. Là, on est dans le cadre de l'acide réfractaire, et on ne parle que de ça. Donc finalement, comment sélectionner les patients quand on a une acide et qu'on veut les amener au TIPS? Eh bien, moi, je pense que les patients qui ont une bonne fonction hépatique et qui ont une acide récidivante ou prise acéto sont des excellents candidats. Il ne faut pas y aller trop tard, donc il ne faut pas se réveiller trop tard. Et puis, concernant l'encéphalopathie, eh bien, on a édité des recommandations. On va être assez souple finalement, on ne va pas avoir peur de l'encéphalopathie post-TIPS, et on va se dire que finalement, on va juste contre-indiquer le TIPS chez les malades qui ont déjà une encéphalopathie chronique et qui ont fait plus de 2 épisodes dans les 6 derniers mois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va... Alors ça, c'est assez arbitraire, hein. C'est un avis d'expert, il n'y a pas d'études qui montrent ça, mais c'est comme ça qu'on fait. Et puis évidemment, vous vous rappelez bien que l'hypertension artérielle pulmonaire est une contre-indication définitive au TIPS parce que tous les malades meurent. Donc il va falloir vérifier échographiquement, à l'échographie cardiaque, qu'il n'y a pas de signe d'hypertension artérielle pulmonaire. Je vous ai remis ici les recommandations de l'EASL, qui sont globalement tout ce que je viens de dire, plus une étude que je n'ai pas détaillée là pour une question de temps, hein, sur le diamètre du TIPS, qui doit être un faible diamètre. Évidemment, plus on met des TIPS de large diamètre, et plus on augmente le risque de l'encéphalopathie. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. Alors après, il y a souvent une question qui se pose, j'anticipe peut-être les questions, qui est au bout de combien de temps l'acide disparaît après TIPS? Il faut compter quand même 2-3 mois. Et est-ce qu'on arrête les diurétiques tout de suite? Eh bien finalement, ça dépend des écoles et on fait tous pas pareil. Et globalement, il n'y a pas de recommandation stricte là-dessus, mais il faut savoir que ça met un petit peu de temps et prévenir le patient à l'avance. Alors, finalement, ce patient, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis un TIPS de 8 mm dilaté à 8 mm. On avait un gradient de pression hépatique avant TIPS à 12, ce qui est logique. Hein, je vous avais dit qu'il devait être supérieur à 10. Et après TIPS à 9 mm de mercure. On est bien à 9, parce que si on diminue trop, on a plus de risque d'encéphalopathie. Et donc, on est très bien, et on lui avait vraiment dit de le calibrer à 8 mm seulement, et on est bien. On n'a plus d'acide à 4 mois, il a arrêté l'alcool, il est maintenant Child A, il est suivi tous les 6 mois et il va bien. Deuxième vignette clinique pour cette deuxième partie, une patiente de 51 ans qui a une cirrhose dysmétabolique avec une hypertension artérielle et un diabète bien équilibré, qui a de l'acide réfractaire et qui est ponctionnée très régulièrement en hôpital de jour. Elle a des varices de gradin à l'endoscopie digestive, pas de nodules à l'échographie. Elle a fait 3 épisodes d'encéphalopathie dans les 6 derniers mois, dont 1 avec coma, sous lactulose et rifaximine déjà. Elle se présente en consultation très asthénique, dénutrie. Elle a une ponction d'8 litres par semaine depuis 12 mois et elle dit « moi, je ne veux plus être ponctionnée ». Vous avez son bilan ici, une créatininémie qui est déjà élevée, une bili à 55, des plaquettes à 65 000, donc vous voyez qu'on ne va pas être très bon pour le TIPS. Child B8 aussi, mais avec un MELD à 18. Elle n'a pas de contre-indication à la transplantation hépatique, mais elle est de groupe B+, et donc on voit que finalement la temps d'attente sur liste qui est a priori supérieur à 1 an. Qu'est-ce que vous proposez pour cette patiente? Ponction à large volume avec compensation, TIPS, transplantation hépatique, mise en place d'une pompe péritonéo-vésicale, qui est un bon traitement d'attente. Et est-ce que vous pensez que les antécédents d'encéphalopathie chez elle contre-indiquent la mise en place du TIPS? Donc j'espère que ça va marcher. Eh bien oui, ça marche. Alors voyons, c'est bien, voilà, parfait. Donc la transplantation hépatique est évidemment la meilleure option. On peut lui proposer une alpha-pompe, et là, effectivement, elle a des antécédents d'encéphalopathie qui font que ça ne va pas bien se passer. Alors l'alpha-pompe, je vais être rapide sur l'alpha-pompe parce qu'on a beaucoup moins de données que sur le TIPS. Vous savez que c'est une pompe qui est implantable sous anesthésie générale avec un cathéter péritonéal et un cathéter vésical, et finalement l'acide qui est éliminé par les urines. La mise en place est chirurgicale, il y a une petite courbe d'apprentissage, même si elle est sous-cutanée, et généralement nos chirurgiens n'aiment pas trop mettre des alpha-pompes, parce que finalement c'est un petit geste pas très gratifiant, mais qui est quand même un risque. Donc ils sont pas très chauds, mais bon, on leur en présente très régulièrement, puis ça vient. Hein. Elle est programmable, le malade la programme, il recharge la pompe avec un chargeur qu'il place au-dessus de la peau 2 ou 3 fois par jour, et puis
tout est monitoré et donc l'acide évacué est monitoré. Maintenant, il y a un dernier papier qui a été publié depuis que j'ai fait ces diapositives qui montre qu'on peut aussi la placer sous voie radiologique, par voie radiologique. Donc la seule étude, c'est l'étude de J. Patol contrôlée, sinon il y a plein de séries rapportées, qui montrent évidemment que les patients qui ont une alpha-pompe ont moins de ponction d'acide que ceux qui n'en ont pas, et on s'y attendait. Sans amélioration de la survie, mais ça, on ne s'y attendait pas, avec une amélioration de la qualité de vie, et ça, il y a pas mal de papiers qui reviennent là-dessus, des paramètres nutritionnels. J'insiste juste sur la courbe d'apprentissage et sur cette série qui vient d'être publiée, qui est une série américaine sur 30 patients, qui ont eu une alpha-pompe, et où finalement un tiers des alpha-pompes avaient été enlevés au bout d'un mois ou d'un an ou replacés pour dysfonction, parce que le cathéter se détache, parce que, etc., parce qu'il y a des problèmes locaux ou pour infection. Donc il y a vraiment une courbe d'apprentissage, et pour moi, ça ne peut pas être un traitement qui est définitif, sauf dans certains cas. Et donc finalement, les recommandations de l'EASL, et je suis assez d'accord, c'est qu'on va effectivement implanter une alpha-pompe chez les patients qui ne peuvent pas aller jusqu'au TIPS et en attente d'un autre traitement ou quand il n'y a plus rien à faire. Et donc finalement, ma conclusion, l'acide réfractaire est vraiment un tournant dans la maladie cirrhotique. Quand il n'y a pas d'insuffisance hépatique ni d'antécédent d'encéphalopathie, il faut y aller et tipser le malade en première intention, ce d'autant qu'il est jeune. Si on a des candidats à la greffe avec une acide réfractaire et un délai d'attente long, il faut discuter du TIPS comme bridge, ou alors d'une pompe de dérivation s'il y a une insuffisance hépatique sévère. Et puis chez les non-candidats à la greffe, le TIPS ou la pompe peuvent être discutés contre la poursuite des parasynthèses. Et là, je pense que c'est des discussions qui ont lieu avec le malade en lui demandant ce qu'il souhaite. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique. Tu as parfaitement respecté le timing, j'en étais pas inquiet là-dessus. J'ai accéléré à la fin parce que je voulais pas que tu me coupes. Je vais paraître pour le méchant. Erreur. Hein, non, avant que Karine prenne les questions de la salle, parce que ce sera plus facile, puisqu'elle est sous l'écran, moi j'ai une question par rapport à la courbe d'apprentissage. Est-ce que dans nos expériences, il y a peut-être pas un programme d'éducation thérapeutique, mais un accompagnement du patient, voire de son aidant, un peu à l'exemple de des recommandations que tu as coachées dans l'encéphalopathie hépatique? Sur la pompe, tu veux dire? Sur la pompe, oui. Ouais, sur la pompe, oui, effectivement. Alors moi, j'ai 2 malades qui n'avaient pas du tout compris en fait comment on la rechargeait, par exemple. Et donc, effectivement, on peut avoir soit de l'éducation thérapeutique, et ce serait bien si on a des infirmières, et soit expliquer nous-mêmes. Il n'y a pas tant de patients que ça, mais je pense effectivement que c'est une culture. Et puis, c'est aussi une culture de dire aux malades, quand vous voyez que vous avez de l'acide à nouveau, eh bien, appelez tout de suite et attendez pas, parce qu'on reçoit tous finalement, tu sais, par mail les comptes rendus, mais on en reçoit tellement quand on a beaucoup de malades qu'on ne prête pas toujours très attention, et donc leur dire de ne pas hésiter à nous appeler. Oui, effectivement. Alors, Dominique, y a-t-il une limite d'âge pour la pose du TIPS, notamment après 70 ans? Ça, j'aime bien cette question. Ouais. On n'est pas tous d'accord. Alors moi, ce que je dis, c'est après 80 ans, franchement, il faut y aller très motivé. On est en train de les reprendre avec Christophe, tous les TIPS de plus de 80 ans, pour voir un petit peu ce que ça a donné. Entre 70 et 80 ans, très honnêtement, c'est du cas par cas. Nous, on en a quelques-uns pour lesquels ça ne s'est pas si mal passé. Après 70 ans, on est relativement réticents. Donc il faut vraiment regarder le rapport bénéfice-risque. Je trouve que c'est d'autant plus vrai qu'on a une acide réfractaire. Après, on a des malades qui disent « je veux plus de ponction et donc je préfère mourir et prendre ce risque ». Bon, voilà, on discute avec eux. C'est moins vrai dans le cas, évidemment, d'hémorragie où c'est un type de sauvetage, et là, on ne se pose pas la question. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, dans la série qu'on va regarder avec Christophe, on aura surtout beaucoup d'hémorragie. Donc, voilà. Moi, dans ma pratique clinique antérieure, c'est vrai qu'après 70 ans, c'était le risque d'encéphalopathie hépatique. Et moi, il y en a, ils sont morts d'encéphalopathie très sévère. Et leur qualité de vie était catastrophique à cause de cette encéphalopathie, quoi. C'est ça, il faut leur dire, voilà, là, c'est l'acide réfractaire, c'est une question de qualité de vie, un peu de survie, mais quand tu as 70 ans, bon. Exactement. Et dit, voilà, c'est une question de qualité de vie, qu'est-ce que vous préférez? Alors, je rappelle quand même qu'on va mettre de la rifaximin à tous les malades avant TIPS, maintenant, et que ça diminue les encéphalopathies post-TIPS, donc on verra. Mais peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises. Et puis maintenant qu'on a le lactulose plus la rifax, je trouve qu'on a des bonnes surprises aussi. Tout à fait. Alors, si TIPS et transplantation ne sont pas possibles, y a-t-il des critères cliniques ou biologiques qui permettent de choisir entre les ponctions itératives avec compensation ou alpha-pompe? Alors, je ne dirais pas que c'est des critères biologiques ou cliniques, je dirais que c'est la discussion avec le malade et ce qu'il souhaite en fait.
Parce que les parasynthèses, ça marche bien finalement, mais c'est très contraignant. Et donc discuter avec lui de est-ce que voilà, il veut passer à autre chose ou pas. Mais quand il n'y a pas de demande, nous, on ne le fait pas. Hein. Il faut vraiment. Enfin, moi, je n'ai jamais été dire à un malade, oh là, vous êtes bien en hôpital de jour, on n'a rien d'autre à vous proposer, mais est-ce qu'on mettrait une pompe, sauf dans le cadre d'un essai, mais sinon, je pense que voilà. La pompe, c'est vraiment pour moi à discuter au cas par cas. Un traitement d'attente, oui, et puis sinon, ça dépend des malades. Mais j'irais moins systématiquement que le TIPS, tu vois, ou quand je pense que quand il y a des critères, il faut y aller, quoi. Ça augmente la survie. Hein. Donc toujours sur l'alpha-pompe, donc quel est le coût de la pompe et y a-t-il l'AMM pour l'alpha-pompe? Alors je ne sais plus le coût du tout, je ne m'en rappelle absolument pas. Et est-ce qu'il y a... Non, c'est en cours d'essai en fait. Hein. D'accord. Alors, toujours alpha-pompe, quel est le management de l'hyponatrémie et de l'insuffisance rénale fonctionnelle chez les patients avec alpha-pompe? Ça, c'est une très bonne question parce que dans tous les papiers qui sont publiés, il n'y a pas de compensation systématique à l'albumine, ce qui est probablement un problème et probablement qu'on aurait moins de soucis rénaux si on compensait à l'albumine. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune recommandation là-dessus. Et on surveille les patients. Après, je rappelle qu'il y a des indications de l'albumine qui s'étendent de plus en plus, même chez les patients qui ont une acitron non réfractaire, et que donc on va voir de plus en plus des malades arriver en hôpital de jour pour des ponctions d'albumine sans parasynthèse. Eh bien, on peut imaginer chez des patients qui ont une insuffisance rénale sur l'alpha-pompe qu'on fasse de même. Alors là, je ne sais pas si tu as la réponse. L'alpha-pompe peut-elle avoir une indication dans l'acide chyleuse? Alors, je n'ai pas la réponse, mais la réponse, je vais faire une réponse un petit peu, voilà. Il y a de l'acide chyleuse chez les patients cirrhotiques, ce d'autant que la cirrhose est avancée, et on dit les vieilles cirrhoses, et donc pourquoi pas, si ça passe dans les cathéters et que ça ne les bouge pas. Ça peut peut-être les boucher, donc j'en sais rien. Je n'ai pas d'expérience particulière, mais je ne me freinerai pas comme ça, je ne sais pas. Peut-être j'essaierai quand même de mettre un peu d'acide chyleuse dans un tuyau pour voir comment ça se passe avant de proposer, voilà. Alors là, c'est une question importante parce qu'on a souvent des patients avec acide réfractaire et une insuffisance rénale chronique type syndrome hépatorénal type 2. Donc ça, on sait que le TIPS peut améliorer les choses, mais parfois, ils ont une insuffisance rénale chronique quand même. Et donc, quelle est la limite de la créate pour le TIPS dans l'acide réfractaire? Parce qu'il y a des grandes injections d'iode et donc on est néphrotoxique. Et quelle est la limite de la créate? Créate pour autoriser le TIPS. Est-ce que, par exemple, un patient qui a 250 de créate, on peut se permettre, s'il n'y a pas de projet de transplant derrière? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Qui est hors critère transplant, hors critère greffe rénale aussi. Ouais, c'est exactement ça. S'il est hors critère greffe rénale, le TIPS comme l'alpha-pompe, alors le TIPS peut améliorer la fonction rénale quand même. Donc il faut voir le type d'insuffisance rénale. Moi, je discute avec les néphrologues de ça. Et puis prévoir un protocole de remplissage peut-être un petit peu costaud. 250, ça me paraît beaucoup. Par exemple, pour l'alpha-pompe, 250 de créate, j'irai jamais. Pour le coup, vraiment. Vraiment, j'irai jamais. Pour le TIPS, j'essaierai vraiment de discuter avec le néphrologue des causes d'insuffisance rénale et de bien la phénotyper. Parce que, et de regarder l'historique aussi. Il nous manque souvent l'historique. Mais quand est-ce qu'elle s'est installée? Est-ce que c'était en même temps que l'acide? Il n'y a pas de syndrome hépatorénal sans acide aussi. C'est des messages qu'on martèle. Donc un malade qui avait une insuffisance rénale avant d'avoir de l'acide, c'est probablement une autre cause. Et puis discuter avec eux. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de projet de greffe hépatique, il n'y a pas de projet de... Voilà. Enfin, et peut-être que ça vaut le coup d'aller biopsier le rein. Ça peut. Enfin, par voie transveineuse. Je discute avec les néphros, là, tu vois. Et mais par contre, j'irai pas 250 de créate avec un TIPS, je phénotyperai l'insuffisance rénale, je discuterai avec mes néphrologues, mais j'irai pas comme ça. Bien sûr. Alors, oui, ça c'est une question importante, parce que je ne sais pas si tout le monde dans sa pratique clinique le fait, alors que maintenant, avec le travail de Christophe, c'est fortement recommandé. Combien de temps poursuis-tu la rifaximine après le TIPS? Il faudrait déjà qu'on la mette avant le TIPS de façon systématique. Oui, c'est l'occasion de réinsister sur ça. Exactement. Donc on la met 2 semaines avant le TIPS chez des patients chez lesquels on a 2 semaines d'attente. Alors, je vous dis ça, mais le papier n'est pas encore publié. En fait, il est en révision très favorable à Annals et il va être publié là dans les semaines qui viennent. Et donc, on n'a pas la réponse, mais moi, je la continuerai, la rifaximine, tant qu'elle est bien tolérée, et jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça donne des effets indésirables qu'on ne connaît pas. Mais pour l'instant, je la continuerai. Ils n'arrêtent pas la rifaximine, les malades. Ils arrêtent le lactulose. Ce qui est un problème parce que d'ailleurs, quand les malades ont fait de l'encéphalopathie et ont eu besoin de rifaximine plus de lactulose, il ne faut pas leur arrêter le lactulose parce qu'à ce moment-là, ils récidivent plus. Mais ils ne le prennent pas. Mais ils ne le prennent pas bien. Donc, est-ce que c'est mieux d'en prendre un par jour ou 0? Je pense que oui.
Toujours pour l'encéphalopathie hépatique, en cas d'encéphalopathie hépatique, les diurétiques sont-ils définitivement contre-indiqués sur l'acide réfractaire? Non, moi, je dis contre-indication mineure. Je dis il faut faire attention aux contre-indications mineures. Autant, il y a des médicaments, ça on les a bien repris dans les recommandations, qui ont une toxicité cérébrale. Et donc, ces médicaments-là, on les connaît, hein, ce sont les IPP qu'il faut arrêter presque systématiquement. Il faut savoir aussi que la tazocilline a un effet toxique cérébral. Autant, pour les diurétiques, l'effet toxique cérébral, c'est l'hyponatrémie surtout. Et donc, l'hyponatrémie, il faut vérifier, et on a un marqueur, c'est entre 125 et 130. Mais tant qu'on arrive à maintenir une natrémie supérieure à 130 chez un malade encéphalopathe, je fais. C'est peut-être un message d'ailleurs. Les malades encéphalopathes ou qu'on fait des épisodes d'encéphalopathie, j'essaye vraiment de les maintenir au-dessus de 130. Alors là, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs en consulte. Hein. Quand ils descendent en dessous de 30, la famille dit il est un peu ralenti, j'en ai deux comme ça. Voilà. Alors, à quand, ça je crois que tu n'as pas la réponse non plus, à quand la rifaximine en pharmacie de ville? Ah ben non, ça j'ai pas la réponse, vous imaginez bien. C'est très pénible, mais voilà. J'aimerais bien. Non mais ça va mal se passer si on n'arrive pas, n'arrive pas à un accord. Hein. Donc effectivement, j'espère vivement. Et finalement, ils sont très ennuyés de cette nouvelle indication avant TIPS. Parce qu'en fait, ils font une étude de phase 4, là, mais sauf qu'il n'est pas commercialisé. Mais bon, ils regardent ce que ça donne depuis l'ATU. Et là, on est en train d'augmenter les indications de rifaximine en raison de deux choses, l'étude de Christophe pour le TIPS et les recos sur l'encéphalopathie minime. Et donc, eux, ils disent, eh ben, on va nous dire qu'on ne colle pas du tout aux indications, et ils sont pas, voilà. Donc, il faut qu'on attende, mais on est un petit peu sur des œufs, là. Et donc, je vais rebondir sur une autre question qui est légèrement hors sujet, mais je crois que c'est important de redire ce qui a été dit au club d'hypertension portale mercredi. C'est pour la prévention d'infection du liquide d'acide. Donc, il y a cette question. Quelle antibioprophylaxie en prévention primaire et secondaire d'infection d'acide? Poursuite norfloxacine, Bactrim, Ciflox ou rifaximine. Bon, on a répondu mercredi, mais peut-être que la personne n'était pas là mercredi, donc c'est important. Et je pense que le topo de Laure, il était super et qu'il faut diffuser ça parce que c'était important. Donc le message principal que j'ai retenu moi de ça, c'est que la norfloxacine, c'est quand même pas très cher et que si les malades peuvent aller l'acheter, ben, c'est finalement assez coût efficace parce que ça n'a pas beaucoup d'effets indésirables. Le Bactrim a beaucoup d'effets indésirables et on est moins bien. Il y a le Ciflox une fois par semaine. Il y a une étude randomisée quand même qui était positive. Et puis je ne sais plus ce qu'elle avait dit, la dernière chose, mais globalement c'était ça. Elle a dit... Par jour. De quoi? Ciflox? Non. Ciflox, il y a une étude 750 mg par semaine. Oui, mais leur recommandation, c'était par jour, en fait. Pour qu'il y ait une meilleure observance. D'accord, oui, d'accord. Oui. C'était plus simple c'était pour qu'il y ait une meilleure observance, oui, c'est ça, parce que l'étude est... Voilà. Donc voilà, je dirais ça et je pense qu'il faut diffuser... Alors, faut-il arrêter de façon systématique les IEC et les ARA2 en cas d'acide ou seulement en cas d'acide réfractaire? Non, moi j'arrête systématiquement. C'est toujours possible, pour le coup, de trouver des alternatives. Alors, mais par contre, en discutant avec le cardio, enfin pas... Tu vois. Alors, avez-vous remarqué des signes fonctionnels urinaires en cas de mise en place d'alpha-pompe? Alors, sur les malades que j'ai, non. Alors, là, c'est un petit... Enfin, c'est pas tout à fait le sujet, mais on a du temps pour... Et puis, c'est important de répondre aux questions. Indication des perfusions d'albumine sans acide. Oui, donc il y a toute une littérature sur le sujet. Globalement, si je veux faire court, pour moi, l'indication, c'est une acide de grade 2 ou de grade 3, donc ne nécessitant pas d'éponction. Chez des malades pas trop sévères, avec un objectif d'augmenter l'albuminémie et on la contrôle régulièrement jusqu'à la montée au-dessus de 35. Voilà, j'ai résumé. Moi, j'ai deux malades à qui j'ai fait ça là, il y a 1 an, juste après la publication de l'étude ANSER, et pour qui ça s'est vraiment très bien passé. Et après la dose, je prends la dose du papier italien. Alors... innocuité des bêta-bloquants d'une part et des IPP d'autre part en cas d'acide réfractaire. Mais tu as répondu déjà. J'ai répondu sur les bêta-bloquants, puis il faudrait faire. Enfin, il faut une demi-heure pour répondre à ça, mais globalement, il ne faut pas se censurer, sauf si le malade a fait un antécédent d'infection du liquide d'acide, a une hyponatrémie, a une insuffisance rénale ou une hypotension, auquel cas il faut faire attention, et je ne donne pas de carvedilol en cas d'acide réfractaire. Pour les IPP, il faut arrêter systématiquement les IPP, sauf quand il y a une indication
Et donc, dans 70% des cas, il n'y a pas d'indication et il faut arrêter les bêta-bloquants. Une bonne consulte, c'est une consulte où on... les bêta-bloquants, j'y arrive plus là, les IPP. Il faut arrêter les IPP. Les bêta-bloquants, pas de censure, et les IPP, il faut les arrêter. Une bonne consulte, c'est une consulte où on arrête au moins une fois un IPP. Et écrire dans le courrier aux généralistes qu'il ne faut pas les reprendre, parce que c'est ça oui, le problème. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors moi, j'ai une question plus technique. C'est vrai que dans les recommandations du bilan pré-TIPS, on ne nous écrit pas bien regarder la morphologie hépatique et tout ça, sauf que quand le foie est très atrophique, il y a quand même des cas de cholangite ischémique post-TIPS et il y a peu de données dans la littérature. Donc dans ton expérience, toi, à la Pitié, est-ce que vous avez eu beaucoup de cas de cholangite ischémique et quels sont les éléments qu'il faudrait regarder précisément pour mieux les sélectionner, parce que ça peut être mortel quand même, ou alors il faut reboucher le TIPS, donc c'est un petit peu... Alors reboucher le TIPS, c'est toujours possible. Ça, j'ai pas d'expérience de cholangite ischémique. On a sur la volumétrie une étude qui a été faite par Sarah Moury, qui a fait sa thèse de médecine là-dessus, sur les relations entre volumétrie et pronostic du TIPS, qui est un papier on doit l'envoyer là, qui montrait vraiment qu'il y avait une relation assez fiable entre le volume hépatique, ce qui n'a jamais finalement été montré, et puis le TIPS, mais tout le monde le sait intuitivement. Hein. Après, pour répondre à ta question, comment on sélectionne les malades ? Finalement, nous, comment on fait pour faire un TIPS ? On présente tous les patients en RCP. On a une RCP TIPS transplantation. Et donc, cette RCP, elle est avec tous les hépatologues et les chirurgiens et les anesthésistes. Et donc, on regarde tout ça et on passe d'abord les dossiers TIPS puis les dossiers TH. L'idée, c'est de se dire, on ne peut pas parler de TIPS sans parler de transplantation, pas pour dire si on TIPS, on prévoit la transplantation derrière, mais pour dire, si ça ne se passe pas bien le TIPS, on a anticipé, on le transplantera ou pas. Pour ne pas se retrouver coincé dans un truc où on dit, ah ben maintenant, il faut le transplanter parce qu'on l'a TIPSé. Et puis, pour les malades à risque, eh bien, on lance un bilan pré-transplantation. Du coup, pour répondre à ta question, on regarde toutes les imageries, tous ensemble. Et finalement, quand les malades ont un petit foie, ils ont généralement un MELD élevé, et c'est généralement des TIPS qui sont périlleux, et où on y va moins, ou alors on y va en ayant prévu un bilan post-transplantation. Donc il n'y a pas d'études randomisées, ça sera compliqué de répondre. Par exemple, à Paul Brousse, je voulais mettre des malades de Paul Brousse pour aller plus vite dans le travail sur la volumétrie, et Audrey m'a répondu, nous c'est impossible, parce que de toute façon, c'est les chirurgiens qui mettent le TIPS, dès qu'ils voient un petit foie, ils disent non. Donc voilà, et nous on le fait, mais je pense que quand le foie est trop petit, généralement il y a aussi d'autres éléments qui font dire que le TIPS c'est peut-être pas la meilleure idée, ou alors avec la transplantation derrière. C'est vrai qu'après, quand ils ont une atrophie très marquée, souvent il y a quand même une insuffisance hépatique qui est, elle est rarement isolée. Où l'indication du TIPS devient limite. Elle est rarement isolée. Et après, pour répondre à une question et revenir à ton cas clinique, en pratique courante, quand même, on ne peut pas mettre souvent 150 mg d'aldactone et 80 de l'azilix. Moi, ça m'arrive quasiment jamais, voilà. C'est pour ça que j'ai pris là, lui. Alors, je reprends. Mais parce que, non, mais ce que je dis toujours, on n'arrive jamais aux doses qui sont préconisées, à savoir, le maximum, c'est quand même 400 mg par jour de spironolactone et 160 de l'azilix. Ouais. Non, dans le collège des étudiants, à l'ECN, c'est 400 et 160. Je le sais parce que je l'ai revérifié. Oui, alors isole, c'est voilà. Mais en tout cas, ce qu'on leur prévoit, ce qu'on prévoit, c'est énorme. Et donc finalement, on n'arrive jamais à ces doses-là. Voilà. Jamais. Donc, c'est très rare, quoi. Merci beaucoup, de rien. Dominique. Merci à la...